Pourquoi ce fruit ordinaire déclenche-t-il une telle tempête? Parce qu'il incarne une révolution discrète. L'Afrique montre qu'elle peut fixer ses propres règles, contrôler toute la chaîne de valeur et transformer une filière agricole en levier géopolitique. Ce qui dérange n'est pas la mangue elle-même. Ce sont les réactions nerveuses dans les médias européens qui questionnent la légitimité d'un accord où Paris reste à l'écart, où Bruxelles perd sa mainmise. Certains analystes parlent déjà d'un précédent explosif pour l'équilibre post-colonial. 30 millions de dollars. Voilà la valeur de ce contrat inédit, conclu sans aucun intermédiaire français, sans la présence d'ONG occidentales. Pour la première fois, le Burkina Faso vendra ses mangues directement à l'Europe du Nord, selon des termes négociés d'égal à égal, pays à pays. Et si un fruit pouvait bouleverser des siècles de dépendance? Imaginez, un simple accord sur la mangue, signé entre le Burkina Faso et les Pays-Bas, secoue Bruxelles et menace l'édifice économique bâti depuis la colonisation. Ce n'est ni une métaphore ni une légende, c'est un choc réel qui atteint les plus hautes sphères européennes. Mais alors, comment le Burkina Faso a-t-il réussi là où tant d'autres ont échoué? Ignorer ce moment, c'est passer à côté d'une chance unique pour l'Afrique. Rester spectateur, c'est accepter que le continent soit encore dépouillé de sa richesse, de ses emplois et de l'avenir de sa jeunesse. Derrière ce bouleversement, il y a une stratégie soigneusement planifiée par le capitaine Ibrahim Traoré. Pour comprendre la portée de ce choix, il faut remonter à la genèse de l'accord et aux obstacles surmontés. Ce n'est pas juste un contrat commercial, c'est une proclamation d'indépendance économique, le début d'une diplomatie nouvelle où l'agriculture devient synonyme de puissance et non de faiblesse. Bobo-Dioulasso n'est plus une simple ville de production, elle devient le théâtre d'un événement continental. Pourquoi, il y a encore quelques années, fallait-il obtenir l'aval de Paris pour qu'une mangue burkinabé puisse arriver à Amsterdam? Cette question semble presque irréelle aujourd'hui, mais pendant longtemps, elle a résumé la réalité d'un continent piégé par des règles écrites ailleurs. Pendant des décennies, la France et de puissantes multinationales verrouillaient chaque étape du commerce ouest-africain. Une mangue cueillie à Gawa ou à Bobo-Dioulasso devait d'abord franchir des frontières invisibles, entrer dans des circuits de reconditionnement et de rebranding à Marseille ou Paris, puis être réexpédiée, souvent surtaxée, vers l'Europe. À chaque étape, la valeur ajoutée s'éloignait un peu plus du Burkina Faso. Prenons l'exemple d'un producteur dans la région de Banfora. Après avoir travaillé toute la saison sous un soleil accablant, il voyait ses efforts réduits à une maigre rémunération, car la majorité des profits étaient captés en aval, lors du reconditionnement et de la vente finale. Même lorsque les mangues étaient exportées, elles portaient souvent l'étiquette de sociétés françaises ou européennes, effaçant l'identité du terroir burkinabé. Les producteurs africains faisaient face à une montagne d'obstacles, normes strictes de l'Union européenne, certifications coûteuses, emballages imposés. Tout devait satisfaire les exigences des importateurs occidentaux qui surveillaient chaque détail. Les marges des cultivateurs fondaient sous le poids des intermédiaires, tandis que les vrais bénéfices filaient vers des comptes étrangers. Les profits, eux, quittaient l'Afrique comme une fuite lente mais continue. Ce système entretenait un déséquilibre cruel. L'Afrique produisait, d'autres décidaient, transformaient et profitaient. Tant que la filière restait sous contrôle externe, chaque contrat signifiait accepter que la richesse s'évapore, que le pouvoir local se dilue, que la jeunesse patiente sans espoir tangible. L'idée d'une souveraineté agricole semblait lointaine, presque naïve. Mais le statu quo a fini par craquer. Le Burkina Faso, sous une nouvelle impulsion, a choisi de rompre la routine, de prendre le risque d'un nouveau départ commercial et de viser enfin la maîtrise de son destin. Persister dans ce modèle, c'était accepter d'être réduit au rôle de simple grenier pour autrui. Cela revenait à laisser passer, année après année, des opportunités d'emploi, de croissance et de dignité. Cela signifiait aussi regarder la jeunesse sans remettre à l'exil ou à la résignation, faute d'alternative. Le nouveau contrat avec les Pays-Bas marque une rupture inédite. Pour la première fois, le Burkina Faso négocie directement, sans passer par des intermédiaires étrangers. Par exemple, après la crise agricole mondiale des années 70, de nombreux jeunes burkinabés ont préféré tenter leur chance dans les grandes villes d'Afrique de l'Ouest ou même en Europe, car ils ne voyaient aucun avenir dans l'agriculture locale.
Ce phénomène n'était pas unique au Burkina Faso, il touchait aussi le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali et bien d'autres pays. Ce qui trouble vraiment Bruxelles, ce n'est pas le goût des mangues, mais la perte du contrôle. Le vrai séisme, c'est de voir le centre de gravité économique glisser, lentement mais sûrement, vers l'Afrique de l'Ouest. Tout cela n'est pas un hasard. Depuis plusieurs mois, des agronomes néerlandais sillonnent les coopératives locales. Les formations croisées s'enchaînent. Gestion du froid, certification sanitaire, traçabilité numérique. Cette montée en compétences, session après session, tisse une nouvelle confiance au sein d'une génération de producteurs. À Bobo-Dioulasso, d'immenses usines surgissent, flambant neuves, conformes aux standards européens. Leur financement est hybride, une alliance entre le Fonds souverain du Burkina Faso et des investisseurs privés venus des Pays-Bas. Ces infrastructures ne servent pas seulement à emballer des fruits. Elles marquent le début d'une ère où la valeur ajoutée ne s'envole plus vers Marseille, mais reste pour la première fois sur la terre burkinabé. Pour comprendre l'impact de ce changement, il suffit de se rappeler comment, dans les années 80, l'industrie du cacao en Côte d'Ivoire a connu une situation similaire. Tant que les fèves partaient brutes, la richesse partait aussi. Mais dès que le pays a investi dans la transformation locale, la valeur ajoutée a commencé à irriguer l'économie nationale. Le Burkina Faso s'inspire de cette leçon et va plus loin en s'assurant que la chaîne de transformation, du verger à l'export, reste maîtrisée localement. Le résultat est tangible. Des milliers d'emplois sont nés. Logisticiens, techniciens de laboratoire, responsables qualité, jeunes agriculteurs devenus experts en exportation. Pour la première fois, la transformation ne s'arrête pas à l'emballage. Elle se prolonge dans chaque village où un jeune décide de bâtir son avenir ici plutôt que de risquer sa vie ailleurs. Les producteurs burkinabés deviennent alors de véritables ambassadeurs. Ils ne sont plus de simples ouvriers, mais des porte-paroles visibles sur les marchés européens, capables de négocier et de représenter leur pays avec assurance. Mais cette autonomie dérange. Dans les médias français, l'alarme retentit. Désalignement stratégique, perte d'influence. Derrière ces titres, une angoisse. Voir l'Europe rétrograder, simple cliente de nouveaux décideurs africains. Prenons le cas de la coopérative de Koumi. Autrefois, elle peinait à écouler sa production. Aujourd'hui, ses membres bénéficient de formations continues, d'un accès direct au marché européen et de revenus multipliés par 3. Ce n'est plus une exception, mais une tendance qui s'étend à travers tout le sud-ouest du Burkina Faso. Pourtant, la route reste piégée. L'Europe peut réagir, dresser de nouveaux quotas, inventer des obstacles techniques sous couvert de la qualité. Le danger? Un protectionnisme déguisé, un blocage furtif. Mais le modèle burkinabé, fondé sur la compétence et l'investissement local, démontre qu'une alternative est possible. Mais à mesure que ce modèle prend racine, une question obsède les acteurs du secteur. Jusqu'où l'Europe est-elle prête à aller pour défendre ses intérêts? Les prochains mois seront décisifs. La souveraineté ne se proclame pas. Elle se construit, lot après lot, contrat après contrat. En redéfinissant la logistique, le Burkina Faso n'exporte pas seulement des mangues. Il propose une vision nouvelle, celle d'un continent prêt à fixer ses propres règles. On peut le comparer au pari du Vietnam avec le riz ou de la Colombie avec le café. Il s'agit de s'emparer d'une filière, de la maîtriser de bout en bout et d'imposer sa marque sur le marché mondial. La mangue burkinabé, désormais certifiée et traçable, devient un modèle pour les exportateurs africains. Et si chaque nation africaine choisissait son fruit emblème? Imaginez un instant. Le Nigeria couronné par l'ananas, la Côte d'Ivoire fière de son cacao, l'Éthiopie célébrant le café. Le Burkina Faso, lui, a misé sur la mangue et ce choix bouleverse bien plus qu'une simple branche agricole. À l'exemple de Mariam, une jeune entrepreneur de Bobo-Dioulasso, qui a créé une start-up spécialisée dans la transformation de la mangue séchée. Autrefois cantonnée à des tâches agricoles de base, elle emploie désormais 25 jeunes et exporte ses produits vers l'Allemagne et la Belgique. Depuis la signature de ce partenariat inédit, plus de 5000 km de routes commerciales ont vu le jour. Elle relie désormais les villages isolés au port, accélérant le flux des marchandises. Résultat, les délais et les pertes logistiques ont chuté de plus de la moitié. Pour la première fois, une filière agricole nationale devient un levier de souveraineté, de rentabilité et de rayonnement international.
Mais la véritable révolution est sociale. La jeunesse, autrefois tentée par l'exil, trouve enfin sa place grâce à des bourses, des formations pointues et des parcours en gestion logistique. Les jeunes ne fuient plus, ils bâtissent l'avenir sur leur terre, fiers d'être au cœur de cette renaissance. Les femmes, elles aussi, montent en puissance à chaque étape. De la récolte à la transformation, leur leadership rayonne, rééquilibrant les rapports de force locaux. Partout, des centres de transformation émergent, financés par des microbanques locales. Les villages reprennent un rôle moteur dans l'économie nationale. Les profits ne s'évaporent plus vers des multinationales, ils irriguent désormais les communautés et financent l'innovation. Mais ce bouleversement ne s'est pas fait sans résistance. Quels obstacles le Burkina Faso a-t-il dû affronter pour imposer sa vision? Ce modèle inspire déjà le continent. Au Sénégal, au Rwanda, en Zambie, les débats s'enflamment autour de la création de filières souveraines. L'idée d'un fruit emblème pourrait-elle devenir le moteur d'une nouvelle diplomatie panafricaine? Mais l'enjeu reste immense. Refuser cette voie, c'est risquer la fuite des cerveaux, la démotivation de la jeunesse et une dépendance alimentaire chronique. Chaque pays africain qui néglige l'exemple burkinabé se condamne à voir partir sa jeunesse, à perdre le contrôle de ses ressources et à rester prisonnier de logiques post-coloniales. La mangue est devenue bien plus qu'un fruit. Elle incarne la fierté, l'identité et même la diplomatie économique. Dans les universités, une nouvelle discipline voit le jour, la diplomatie agricole, où l'on apprend à négocier, à exporter et à défendre la valeur de sa production. On découvre des mesures inédites, exonération fiscale pour les agriculteurs, encouragement au retour à la terre et recensement national des fermes dirigées par des jeunes. La souveraineté ne naît pas dans les palais, mais dans les champs. Et c'est là, au cœur du Burkina Faso, qu'elle se concrétise désormais jusque dans votre portefeuille. Transformer la mangue en levier de puissance, c'est le pari relevé par ce pays. Il a choisi de miser sur ses propres ressources. Chaque fruit certifié, chaque caisse expédiée sans détour par Paris ou Rotterdam, c'est une victoire. La richesse circule enfin dans les villages, soutient les écoles, irrigue les familles. Le vrai pari, pourtant, se joue avec la jeunesse. Former les jeunes de Gawa ou de Bobo aux technologies agricoles, c'est leur ouvrir une voie vers l'avenir et leur offrir une place dans la chaîne mondiale de valeur. Robots agricoles, irrigation intelligente, transformation locale, ces innovations ne sont plus des rêves lointains. Elles sont déjà en train de redessiner le paysage du Burkina Faso. Au cœur de cette révolution, les coopératives tiennent une place clé. Les soutenir, c'est renforcer les circuits courts, garantir des revenus stables et surtout offrir aux producteurs un pouvoir inédit face aux géants de l'agro-industrie. Une coopérative qui gère sa logistique, sa certification et sa vente directe, c'est une parcelle de souveraineté récupérée. À ceux qui prétendent que rien ne changera, le Burkina Faso oppose l'action. Refuser le fatalisme, c'est choisir d'avancer, bâtir, exporter, négocier avec assurance. La fierté nationale ne s'improvise plus, elle se construit dans le silence des vergers et le grondement des machines. Mais sans transparence, tout cela serait fragile. Exiger la traçabilité, surveiller les marges, publier les conditions d'exportation, il faut que chaque citoyen, chaque entrepreneur puisse suivre la trajectoire de la richesse, du champ à la table. Sinon, l'indépendance resterait un mirage. Fermer les yeux sur ces dynamiques, c'est rester spectateur. Mais aujourd'hui, dans les vergers d'Afrique de l'Ouest, c'est l'histoire elle-même qui se réécrit, entre les mains de ceux qui osent réinventer la fierté locale. L'art, l'éducation, l'innovation sont aussi des armes. Mettre les produits du terroir au centre des écoles, inspirer les jeunes par des concours, des festivals, des start-up agricoles, c'est ainsi que le modèle burkinabé devient contagieux, franchissant les frontières. Quand une mangue devient symbole, c'est l'Afrique qui prend la plume de son destin. Pour illustrer la force de la démarche burkinabé, rappelons-nous du cas du Brésil et de son soja, qui a su imposer de nouvelles normes et forcer la main aux grandes puissances importatrices. De la même façon, le Burkina Faso, par son entêtement à maîtriser toute la filière, peut désormais peser dans les discussions commerciales internationales. Mais qui a osé ouvrir cette brèche? Un homme, un pari, une signature historique, capitaine Ibrahim Traoré. Regardons comment ce contrat a tout changé. Chaque caisse expédiée depuis Bobo Dioulasso porte un manifeste.
Ce fruit, c'est notre œuvre, notre empreinte, notre fierté. Fini l'époque où nos récoltes devaient passer par Marseille pour être étiquetées à l'européenne. Désormais, la valeur ajoutée reste entre les mains des femmes et des hommes du terroir, de la fleur au tarmac de Ouagadougou. Au Burkina Faso, un fruit du quotidien a bouleversé l'ordre établi. Sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré, le pays a rompu avec la dépendance. Un accord de 30 millions de dollars signé, sans passeport français, sans bénédiction occidentale. Ce n'est pas une simple opération commerciale, mais la renaissance d'une filière ignorée, désormais moteur de souveraineté. La vraie bataille, ce n'est pas la mangue, c'est la dignité. Contrôler l'export, c'est reprendre le pouvoir sur nos ressources, nos emplois, notre avenir. Durant des générations, l'Afrique a vu ses matières premières partir brutes et revenir transformées. Cette fois, le Burkina Faso a inversé la logique, prouvant qu'un pays peut s'affranchir sans attendre le feu vert de l'ancien maître. Ce partenariat bouscule l'Europe, car il défie le vieux réflexe colonial. Négocier d'égal à égal, sans ONG pour traduire, sans multinationales pour filtrer. Les experts néerlandais ne sont pas venus imposer, mais écouter et construire, main dans la main avec les coopératives du Sud-Ouest. Désormais, les producteurs, jeunes et aguerris, prennent la parole sur la scène mondiale, forts de leur savoir-faire et de leur assurance retrouvée. C'est là le pari du capitaine Traoré. Faire de l'agriculture le moteur d'un nouvel imaginaire africain, où semer rime avec gouverner, et où chaque récolte devient victoire diplomatique. Bobo Dioulasso n'est plus un point perdu sur la carte, mais une rampe d'envol pour l'indépendance, irriguée par la sueur locale et l'investissement souverain. Mais cette voie engage tout un continent. Si l'Afrique refuse d'écrire son histoire, d'autres la rédigeront à sa place. Abandonner nos filières, c'est laisser filer des milliards, sacrifier des emplois, étouffer l'espoir de la jeunesse et rester prisonnier de routes sans issue. À l'inverse, reprendre la main, c'est garantir la croissance, l'emploi et le respect international. Des exemples historiques abondent. Le Maroc, en misant sur la tomate et l'agrumiculture, a su s'imposer comme leader régional. Le Ghana, grâce à sa réforme du secteur du cacao, a augmenté significativement les revenus de ses producteurs. Aujourd'hui, le Burkina Faso ouvre la voie avec la mangue, mais demain, cela pourrait être le manioc, le karité ou même le coton. Que faire concrètement pour reproduire ce modèle ailleurs? Première étape, cartographier les filières locales et identifier les produits à forte valeur ajoutée. Deuxième étape, investir dans la formation et la certification pour répondre aux normes internationales. Troisième étape, créer des fonds souverains nationaux capables de s'associer avec des investisseurs étrangers sans céder la majorité du contrôle. Enfin, promouvoir l'innovation, encourager les startups agricoles, la transformation locale et la logistique intelligente. Car derrière la mangue, c'est tout un rêve, tout un talent, tout un futur qui se joue. Et si la prochaine révolution silencieuse naissait de vos mains, de vos terres, de vos idées? Et vous, quelle sera votre mangue, votre filière, votre fierté? Aujourd'hui, la souveraineté ne se proclame pas, elle se sème et se récolte. À chacun de choisir, bâtir ou laisser d'autres écrire l'avenir. La balle est dans votre camp. Serez-vous acteur ou spectateur de la prochaine page de l'histoire africaine?